mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs milliers de personnes, principalement des catholiques pratiquants, ont marché pacifiquement dans les rues de la capitale ce 22 octobre. Une initiative de la Conférence haïtienne des religieux. Rencontre ce mardi entre les représentants de l'État et les fournisseurs privés d'énergie électrique. Le gouvernement veut renégocier les contrats avec les compagnies. Au moins 6 personnes ont été blessées à Jacmel lundi soir lors d'une fusillade. L'insécurité est en nette recrudescence dans la métropole du Sud-Est depuis plusieurs jours. À l'appel de la Conférence haïtienne des religieux, CHR, plusieurs milliers de personnes, principalement des catholiques pratiquants, ont marché pacifiquement dans les rues de la capitale ce 22 octobre. Il faut que quelque chose change ici. Tel a été le message principal inscrit sur une banderole pour reprendre le pape Jean-Paul II lors de sa visite en Haïti le 9 mars 1983. Malgré l'annonce de l'annulation de la marche, les fidèles n'ont pas cédé. De l'église du Christ-Roi jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption au centre-ville de Port-au-Prince, les religieux ont chanté, prié pour que le pays soit libéré des forces des ténèbres. Tout avec la foi. Vous prendrez Jésus 7 fois. Parce que, pas qu'à ça, c'est pour nous déraciner au nom de Jésus. Parce que nous, ça, qui marre le pays, parce que nous, ça, qui fait pays, ça, pas qu'à avancer, c'est pour nous déraciner au nom de Jésus. Le calme régnait à Jacmel ce mardi au lendemain d'une fusillade qui a fait 6 blessés, dont 2 graves. Toutefois, la situation reste très tendue dans la métropole du Nord-Est, explique l'ancien maire de la ville, Edwin Zeni, qui déplore l'impuissance de la police, incapable de maintenir l'ordre. Intervenant pendant le journal du matin, il a fustigé l'action de certains groupes qui ne cessent de commettre des forfaits et d'appeler à la violence au nom de la politique. Le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor-Cadet, presse les acteurs du système éducatif à reprendre les activités académiques. Il déplore que des dirigeants de partis politiques aient décidé de prendre les écoliers en otage dans le cadre de leur mouvement de protestation. Le ministre affirme que sa démarche vise à généraliser le fonctionnement des établissements scolaires, arguant que de nombreuses écoles fonctionnent normalement dans les villes de province. Les manifestations antigouvernementales paralysent les écoles, notamment dans le département de l'Ouest et dans les métropoles régionales. Selon le ministre, des dispositions sécuritaires ont été adoptées récemment par le Conseil supérieur de la police nationale afin de garantir le retour des écoliers dans les salles de classe. Les barricades ont été enlevées tôt dans la matinée, explique M. Cadet, faisant état également d'une intensification des patrouilles fixes et mobiles.
Monsieur Agénor Cadet, également ministre AI de l'Intérieur, précise que les dispositions visent à rétablir les conditions sécuritaires sur tout le territoire. Même s'il avait souhaité que les écoles soient fonctionnelles ce lundi 21 octobre, le ministre Cadet est conscient qu'un climat de peur s'est installé, notamment en raison des messages de menaces diffusés sur les réseaux sociaux. Notre invité d'aujourd'hui est M. Joseph Joute, ministre de l'Économie et des Finances. Au milieu de l'agitation générale, nous allons essayer de nous concentrer sur un certain nombre de thèmes qui intéressent le public et qui même ont fait la une ces derniers jours. Bonsoir, Monsieur Joute, et merci d'avoir accepté l'invitation de Métropole. Bonsoir Serge, c'est à M. Joute de vous remercier de l'invitation. Voilà, et c'est un plaisir surtout de vous avoir là sur le plateau avec nous. Voilà. Bon, alors, Monsieur Joute, il y a un dossier. Le dossier électricité a fait la une ces derniers temps, avec en particulier un échange de correspondances qu'on a tous lu. D'un côté, l'État réclame à Sogener 234 millions de dollars, j'arrondis les chiffres. En face, Sogener réplique en disant « c'est la BRH qui me doit 202 millions de dollars ». Alors finalement, qui doit combien à qui? Alors j'en profite pour saluer les auditrices et les auditeurs de Radio-Télé Métropole. Tout le monde saura la vérité dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et les choses de l'État ne doivent pas être discutées sur la place publique. Et aujourd'hui, nos partenaires de Sogener, avec qui on a eu une réunion assez correcte, bien entendu, remplie de tensions, mais en fin de compte, on a terminé en de très bons termes. C'est une réunion qu'on a mise en continuation et dans les heures qui viennent et dans les jours qui arrivent, vous allez avoir toute la vérité sur la guerre des chiffres, des lettres, des sommations qui se fait à partir des réseaux sociaux. OK, donc on n'ira pas plus loin sur ce dossier aujourd'hui. Vous êtes tenu à un devoir de réserve. Devoir si de j'ai réserve, bien compris. exactement. Bon, OK. Maintenant, ce que je retiens de cela, c'est que les discussions sont engagées et apparemment, on devrait aboutir à une solution. Il y a une réponse en vue. C'est vrai également pour les autres partenaires, pour E-Track et pour E-Power. Vous êtes aussi en négociation avec eux? De toute façon, ces deux compagnies-là vont recevoir une invitation, et chacune en ce qui la concerne, et pour continuer à discuter énergie et solutions aux différentes difficultés, aux différents problèmes que connaissent la société haïtienne. Bonsoir Wendell, merci de nous avoir rejoints. Est-ce que vous voulez intervenir à ce niveau du débat? Merci Serge. Je salue aussi le ministre Joute. La réunion s'est bien déroulée, si je crois bien comprendre, alors que tout le monde s'attendait à un match de ring entre la Sogener et l'État haïtien représenté par ses avocats. Donc, vous étiez là pour le gouvernement et vos avocats, et en face, vous aviez les avocats de la Sogener et des représentants de la Sogener. Maintenant, pourquoi vous êtes entendus à mettre la réunion en continuation? Est-ce qu'il y avait des pièces manquantes de part et d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la réunion n'a pas abouti en quelque sorte? Au fait, cette discussion-là ont commencé, ça va faire 4 ans. Et il y a eu plusieurs rapports produits et par plusieurs commissions différentes. Il y a des experts qui ont intervenu, experts de la BID ou de la Banque mondiale ou bien de l'État haïtien. C'est-à-dire, il y a eu un lot de documents déjà produits concernant ce dossier-là, concernant le sujet qui
qui occupe pratiquement tous les esprits, que ce soit sur la scène nationale ou bien internationale. Et parce que je reviens de Washington là, j'ai aussi entendu pas mal de bruit là-bas. Mais bref, l'essentiel c'est que tout le monde est au courant de tout. Et là maintenant, Sogénère, il semblerait, j'ai bien dit, il semblerait, n'avait pas participé à certaines réunions concernant les rapports produits par les différents intervenants. Alors là maintenant, j'ai demandé à mon équipe tout à fait cessante de communiquer officiellement ce rapport à Sogénère. Et je pense que c'est déjà en route. Et là maintenant, dans les heures qui viennent, nous allons avoir une nouvelle convocation pour Sogénère. Nous nous sommes déjà entendus là-dessus. Et le compte-rendu, ou bien les minutes de la réunion que nous avons eue aujourd'hui, va aussi leur parvenir pour aménager un autre terrain de discussion. Pourquoi on est donc arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un problème de communication? Il n'y a pas eu de passerelle de communication entre la Sogénère et le gouvernement haïtien? Pourquoi n'a-t-on pas pensé à résoudre ce problème avant? Parce que là, c'est tout comme une situation explosive ces derniers jours. Ben oui, mais je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est tout ce que je pense. Et il y a pas mal de gens qui se sont mêlés de la chose. C'est une affaire pointue. On parle d'énergie, on parle de technologie, on parle de technicité de la chose. Et là maintenant, même le commun des mortels se mêle de cette histoire et ça a donné ce que ça a donné comme résultat. Une situation explosive, comme vous venez de dire, une économie qui est en situation difficile, que l'État, que le gouvernement essaie de remonter, mais le pot cassé, en fin de compte, c'est tout le monde qui va le payer. Alors, juste avant de repasser le maillet à Serge, je voudrais savoir, est-ce que dans la mise en œuvre de ces contrats, est-ce qu'il y a eu violation? Est-ce que dans ces contrats-là, qui engagent l'État et ses compagnies, est-ce qu'il y a eu manque à gagner pour l'État haïtien? Si oui, à quel niveau? Bien sûr, le constat est là. Le constat est là. Et moi, je dois avoir l'énergie solaire à la maison, une génératrice qui marche des fois 4 à 6 heures par jour. Et là, maintenant, la faute est à qui? Bon, on n'est pas en train de tirer à boulet rouge sur quiconque, mais l'État régalien que je représente là aujourd'hui doit prendre des décisions, que ce soit des décisions qui font mal, mais de toute façon, ce sera au bénéfice de toute la communauté. Il y a possibilité de situation win-win, de décision win-win pour les deux? Eh bien, quand on est en discussion, on cherche un terrain d'entente. Nous devons être sur la même longueur d'onde. Sogénère a intérêt à ce que le pays fonctionne, à ce que tout marche bien dans le pays. Ils sont des entrepreneurs et ce matin, on était unanime à reconnaître que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit. Ils sont là pour faire de l'argent. L'argent a un prix. Le déroulement de cette rencontre, ça s'est passé sans heurts, sans casse, atmosphère, ambiance bon enfant? En fait, au tout début, c'était un peu corsé. C'était corsé parce que, comme vous venez de le dire, tout le monde s'attendait à avoir un match de boxe. Mais là maintenant, nous sommes des partenaires et comme j'ai eu à dire au Vorbe, et dans un moteur, c'est le feu qui fait marcher le moteur. Mais la combustion, c'est comme ça. On peut avoir des frottements, on peut même avoir des frictions. Mais en fin de compte, le win-win situation, nous devons travailler pour. Alors, au terme de ces rencontres prévues avec les différentes compagnies, on s'achemine vers quoi? Vers de nouvelles négociations, vers la résiliation des contrats? Ou encore, est-ce que ces compagnies auront encore la possibilité de vendre du courant électrique à l'État haïtien? C'est la dernière. En fait, tout est sur la table. Tout est sur la table. Et ce matin... Annulation de contrat aussi? Ah, bien sûr, bien sûr. De toute façon, l'État tranchera au bénéfice de la population. C'est-à-dire, si on doit continuer
à travailler avec Sogénère, eh bien, on va le faire pour le bien de la population. Et si on doit résilier le contrat, on va le faire. Bien, eh bien, nous ne pousserons pas l'enquête plus à fond sur ce point-là. On va essayer de passer très rapidement sur les autres sujets que je voulais aborder avec vous. D'abord, les arriérés de salaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer voir aboutir rapidement? Également, je vous dis tout de suite, comme ça vous permettra de vous préparer, est-ce que vous avez déjà évalué globalement les pertes que ces 5 semaines de manifestations ont fait subir au pays? Et peut-être d'abord à votre ministère. Et enfin, bon, la grande question du budget de l'État, combien de temps Haïti pourra continuer à s'occuper d'économie et de projection sans budget? Et concernant les arriérés de salaire, arrivé au ministère des Finances, j'ai été installé le 30 septembre. Ouais. J'ai reçu des instructions claires du président de la République et du Premier ministre. Mot pour mot, il m'a dit, écoutez, ministre, le personnel, c'est toute la richesse d'une institution. Je ne veux pas entendre parler d'arriérés de salaire des gens qui n'ont pas été payés. Et il m'avait donné, par ordre, il faut agir sur les policiers, salaire, avantages, et privilèges et tout ce que vous voulez, l'éducation, la santé et après tout le reste, mais par ordre. C'est-à-dire j'ai déjà commencé à agir sur les salaires. Là maintenant, je ne veux pas dire que j'ai des arriérés de salaire. Il y a la comptabilité publique, il y a des lois sur la comptabilité publique. Et là maintenant, si vous n'avez pas de contrat, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous payer un salaire et le comptable public ne va pas accepter de signer le papier. Là maintenant, on est en train de résoudre certains problèmes parce qu'il y a un problème de contractuel. On en parle depuis plusieurs années. Et là maintenant, j'ai encore reçu des instructions formelles du président de la République et du Premier ministre pour résoudre cette histoire de contractuel une fois pour toutes. Mais aussi, il faut mettre de l'ordre dans l'État, c'est ce que je suis en train de faire. Et concernant le budget. Oui. Mais nous avons un budget. C'est un budget reconduit depuis 2 ans. Depuis 2 ans. C'est pas de la bonne gouvernance, c'est pas recommandé. Mais là maintenant, le gouvernement avait fait son travail parce que le budget, tout comme la loi électorale, tout comme l'accord de prêt qu'on a avec Taïwan, c'est au Parlement. Là maintenant, l'exécutif ne peut pas donner des ordres au Parlement. Il y a la séparation des pouvoirs. Nous avons nos frontières aussi. Et là maintenant, le budget a été retourné par la Chambre des députés. On a travaillé dessus. La Cour supérieure des comptes a aussi fait son travail. Et là, nous préparons un budget que nous, au ministère des Finances, nous appelons un budget intérimaire qui reflète exactement la réalité concernant les dépenses et les recettes. Ça, nous sommes sur le point de terminer ça et c'est des engagements que j'ai pris avec nos partenaires internationaux et tout comme la Banque centrale parce que nous sommes sur le point de signer un pacte qui va nous aider à limiter les dégâts et continuer dans la bonne gouvernance. Oui, parce que cette absence de budget, en fait, a coupé les ponts de beaucoup de contrats internationaux, en particulier de prêts qui avaient été signés avec le FMI et autres. Tout ça a été mis entre parenthèses. Mais ce nouveau budget, ce budget intérimaire, vous allez le présenter devant qui? La Chambre des députés est en vacances et termine son mandat dans quelques semaines. Ce sera uniquement face au Sénat, alors. Ce seront les sénateurs qui recevront ce budget. Il est encore tôt. La Chambre des députés n'est pas encore partie. Ce sera pour la 2e semaine du mois de janvier et nous mettons aussi beaucoup la pression pour terminer avec. Et il reviendra au président de la République de les convoquer à l'extraordinaire pour le vote de ce budget.
Très bien. Une question sur le budget, Wendell? Non, c'est épuisé. Je passe à autre chose. Je sais que certaines entreprises font face à d'énormes difficultés. Monsieur le ministre, on sait que certains patrons sont décapitalisés. Est-ce que le gouvernement prévoit des mesures de redressement? Il y a des gens qui ont des dettes également vis-à-vis des banques commerciales de la place. Et plus on met du temps à s'acquitter de ces dettes, c'est plus les intérêts augmentent. Le gouvernement ne prévoit rien en termes de redressement pour dédommager, réparer. Il y a un plan? En fait, le plan, c'est que le président de la République, au cours des premières semaines de violence que nous déplorons, et nous en profitons pour demander pardon à tous ceux qui ont été victimes des exactions et de cette grande des violences dans le pays. Mais le président de la République, il a déjà rencontré les gens qui s'occupent des finances du pays pour voir si on pourrait mettre des fonds à la disposition de ces gens-là qui ont perdu leur business, et bon, pas à titre de don, c'est pas gracieusement, ce sont des prêts à des taux préférentiels pour voir si on peut recapitaliser ces entreprises-là. Et c'est pourquoi nous appelons à la compréhension de tout le monde, parce que vous casser, et casser c'est très facile, détruire c'est très facile, mais reconstruire c'est difficile que tout. Excusez-moi, le Trésor public se porte comment après un mois et demi de lock? Bon, très mal. Les gens qui ont attaqué DGI, qui ont attaqué la douane, qui empêchent à l'administration publique de fonctionner, ils ont atteint leur objectif. Et comment vous allez vous y prendre maintenant pour faire face à ce problème si le Trésor public est pauvre? Mais c'est pourquoi nous demandons aux politiques de s'asseoir, parce que l'économie, en partie, doivent mettre la pression sur les politiques pour résoudre leurs problèmes. Parce que les problèmes politiques, ce n'est pas les problèmes des finances, ce n'est pas les problèmes de l'économie. Est-ce que vous avez réussi, je reprends ma question, est-ce que vous avez réussi à chiffrer les pertes qui ont été enregistrées depuis 5 semaines? Il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours. D'accord. Et lors de mon passage là à Washington, j'ai même demandé le support d'experts internationaux qui vont venir nous aider dans un inventaire exhaustif pour voir si on peut chiffrer les pertes encourues par l'État haïtien après ces violences politiques. Voilà, eh bien, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Joseph Joute, je dirais pour terminer qu'il y a d'un côté une nouvelle qui est plutôt encourageante, à savoir que vous avez pris langue avec des compagnies électriques et qu'apparemment les négociations que vous menez, même si elles sont musclées, risquent de déboucher sur quelque chose de positif pour tout le monde, dans l'intérêt du peuple, l'avez-vous dit. Le second point que l'on voit se dessiner et qui est extrêmement lourd de conséquences, je crois, c'est la situation du secteur hôtelier en Haïti aujourd'hui. Et à travers le secteur hôtelier, tout le tourisme et surtout l'image que Haïti va projeter à l'extérieur quand on apprend que Best Western, qui est quand même une grande chaîne hôtelière américaine, décide de mettre fin à ses activités en Haïti. C'est toute l'image du pays qui prend une bonne paire de gifles. Ben, nous allons travailler pour essayer de non seulement colmater les brèches, mais empêcher que d'autres dégâts se produisent dans le secteur. Et là maintenant, j'ai parlé aux membres de mon équipe là, au ministère des Finances pour que nous préparions, bien entendu, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, et pour qu'on rencontre ce secteur-là et pour que nous prenions vraiment connaissance de ce qui se passe à l'intérieur.
Et là, maintenant, nous allons trouver un modus operandi pour empêcher que ces hôtels-là souffrent davantage. Mais nous appelons aussi à la bonne foi de nos frères de l'opposition. C'est un pays qui est en train de disparaître. Et il faut nous asseoir autour d'une table ou bien sur je ne sais pas, sur un canapé, n'importe où, pour trouver une solution. Parce que nous, dans le secteur économique, nous souffrons beaucoup. Et nos amis du secteur économique, du secteur privé des affaires, tout le monde est fatigué avec cette histoire. Là, maintenant, il nous faut trouver un terrain d'entente pour régler les problèmes politiques d'un côté qui ont malheureusement toutes ces mauvaises répercussions sur le secteur financier, sur le secteur économique. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur Joute, d'être venu jusqu'à nous dans les studios de Télémétropole aujourd'hui pour nous dresser un peu un tableau rapide de la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, avec en particulier ce dossier électricité que vous souhaitez voir fermé rapidement et à l'avantage de tous. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. Voilà, c'était Monsieur Joseph Joute, ministre de l'Économie et des Finances. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.